Bonsoir à tous. À la une de ce journal, cafouillage total dans la stratégie de riposte sanitaire. Les mesures de sensibilisation sur le respect des mesures barrières et le contrôle du port des masques sont quasi inexistants dans les principales villes du Cameroun. Pourtant, le gouvernement l'a annoncé la semaine dernière. Malgré la virulence du Covid-19, les populations n'ont pas vraiment changé leur mode de vie et s'exposant ainsi au risque élevé de contagion. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Dans l'escale internationale, la campagne électorale bat son plan au Congo-Brazzaville. Le candidat à sa propre succession et président sortant, Denis Sassou Nguesso, vient de boucler sa campagne dans l'arrière-pays. Quel bilan a-t-il présenté aux populations et quel espoir pour les prochaines années s'il venait à être réélu à la tête de son pays? Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À la recherche de l'enrichissement à tout prix, des Camerounais sont de plus en plus victimes des cybercriminels. Ceux-ci se font passer pour des patrons des groupes ésotériques qui sont capables d'offrir monts et merveilles à leurs adeptes après avoir extorqué à leurs victimes d'importantes sommes d'argent. Ces usurpateurs, faux gourous et cybercriminels s'apprêtaient à s'offrir une voiture de luxe, mais leur attitude suspecte et l'origine douteuse des fonds ont conduit à leur interpellation et l'ouverture d'une enquête à la 2e région de gendarmerie. Des précisions avec Vivien Tonfac. Transformez votre vie par un coup de baguette magique. Voilà l'illusion que ces 3 individus miroitaient à leur cible sur les réseaux sociaux. Se présentant comme grands maîtres de puissantes loges, ils avaient réussi à faire une pléthore de victimes, même au-delà des frontières camerounaises. Pourtant, ils n'étaient autres que de redoutables cybercriminels, dont le modus operandi est ici présenté. Donc, ils ont l'habitude de se faire passer pour des membres de la secte Illuminati et qu'ils utilisent la faiblesse de certaines âmes pour leur faire comprendre qu'ils peuvent changer leur vie, ainsi de suite. Et ainsi, ils leur donnent des formulaires remplis, moyennant des sommes d'argent. Ils demandent qu'ils fassent des photos nues, qu'ils les fassent parvenir. Après, si vous ne finissez pas de payer leur argent, ils vous font du chantage avec ces mêmes photos. Leur interpellation part d'une alerte, donnée quand ils se sont présentés au lieu du hôtel Lundé à Douala, avec une importante somme d'argent pour l'achat d'un véhicule de luxe. Mais de par leur accoutrement, ça a suscité un peu la curiosité des populations qui ont tenu à nous informer par notre numéro vert. L'exploitation des téléphones portables de Raoul Payan, 28 ans, de Sanyon Youssa, 26 ans, et de son frère Collins Chakoyo, 21 ans, permettra de découvrir leur côté obscur. Une perquisition à leur domicile à Douala a permis de saisir un coffre-fort et un ordinateur portable, sans doute leurs outils de travail. Ce réseau de cybercriminels aurait des ramifications, même à des niveaux insoupçonnables. Après leur interpellation, des pressions ont été exercées sur la 2e région de gendarmerie. Il y a eu des interventions, mais nous sommes décidés à éradiquer ce fléau qui ne fait que grandir ici à Douala. Vous voyez un type sale, mais avec une grosse cylindrée. Donc, ça doit normalement servir de leçon pour les autres qui tenteront encore de commettre des pareils. Mais le chef de service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme se dit déterminé à combattre avec la dernière énergie un phénomène devenu un véritable poison pour notre société. Autre fléau qui mine le Cameroun, c'est le trafic des organes humains. Illustration à Bertois, où un jeune a été retrouvé mort dans l'arrondissement de Dian, région de l'Est. Ses bourreaux lui ont enlevé le cœur et les organes génitaux. L'arrondissement de Dian, où les chefs traditionnels sont également accusés de brader les terres. Le préfet de Lomé-Dierem s'y est rendu pour condamner cette pratique, de même qu'il s'étonne du taux très élevé des grossesses précoces au lycée de Dian. C'est un reportage signé Benjamin et Sam. C'est un arrondissement qui croupit dans la pauvreté malgré le passage de la route nationale numéro 1.
Les populations d'Indian, surtout la jeunesse, se livrent à cœur joie à la consommation d'alcool, ce qui entraîne la criminalité. La paresse de la jeunesse qui aujourd'hui s'abandonne à l'absorption des drogues, des stupéfiants et puis les coupes de bois sur le tronçon Mbomo et Boam. Il y a une dizaine de jours, un jeune homme a été agressé, abattu et on l'a retrouvé sans organes sexuels, sans cœur. Alors là, ce n'est pas un seul cas, il y en a plusieurs. D'autres problèmes sont récurrents et déjà portés à la connaissance de l'autorité administrative. Les chefs traditionnels sont accusés de brader les terres. Lorsque vous vendez un hectare de terrain à 100 000 francs, cela veut dire que le mètre carré, vous le vendez à 10 francs. 10 francs. Je me demande ce que vous, les générations d'aujourd'hui, vous êtes en train de garder à vos enfants. Au lieu de brader les terrains, le préfet du Lomé-Direm propose des contrats de location qui feraient respirer les familles. Il est hors de question qu'un citoyen camerounais s'approprie 50 hectares. Les autres vont faire comment? Donc, louer à 100 000 francs l'an. Et comme ça, vous aurez toujours l'argent. Chaque année, vous aurez 100 000 francs. Chaque année, vous aurez 100 000 francs. Le jour où vous ne voulez plus louer, vous pensez que vos enfants sont déjà grands, vous arrêtez le contrat de location et vous cédez le terrain à vos enfants ou à vos petits-enfants. Lors de sa visite de prise de contact, Donatien Bognomo s'est insurgé contre le record de grossesse précoce au lycée d'Indian. De grossesse précoce. Au lycée là, de la 4e en montant, toutes les filles sont grosses. Cela signifie que quoi? Cela signifie que toute la sensibilisation qu'on fait par rapport à la lutte contre la transmission des maladies, des MST, des IST, ne vous regarde pas. L'élite de l'arrondissement s'engage à accompagner le nouveau préfet sur la voie du développement d'Indian. Le préfet du Lomé-Direm a aussi visité des exploitations agro-pastorales et quelques entreprises publiques et privées. Vous le disiez en titre, les autorités administratives dans la ville de Douala lancent une nouvelle croisade contre des conducteurs de mototaxis en marge de la réglementation en vigueur. Une opération s'est déroulée dans le 4e arrondissement. Des motos ont été saisies, mais le problème reste entier. D'autres précisions avec Robert Moukoubé et Julingue Nyondé. L'opération d'identification des mototaxis à Douala 4e se déroule dans un vacarme saisissant. Entre bagarres, prise de bec et motos gardées en fourrière, l'unité administrative va en guerre contre l'insécurité, le désordre urbain, orchestré par certains de ces conducteurs d'engins à 2 roues. Beaucoup de brebis galeuses se retrouvent là-dedans, y compris des étrangers. Et je voudrais dire ici à l'ensemble de ce secteur de mototaxi dans l'arrondissement de Douala 4e que nous apportons tout notre concours aux syndicats et leaders des mototaxis pour extirper là-dedans ceux qui ne voudraient pas se conformer aux dispositions réglementaires. Il s'agira là-dedans, ensemble avec les leaders et syndicalistes des mototaximens, avec le concours des forces de maintien de l'ordre, d'extirper les mauvais mototaximens qui sont aujourd'hui les vecteurs de toute l'insécurité, la criminalité urbaine, le désordre urbain. Daouda Issa relève que ce secteur peu organisé concourt au développement du phénomène des microbes dans la ville. Je voudrais ici également donner un avertissement sévère à ceux des mototaximens constitués sous forme de microbes qui de temps en temps traversent le pont du Vouri et viennent à Bonabéry gêner l'opération de contrôle des mototaximens. La prochaine fois, nous allons les prendre dans un étau et ils ne pourront pas repartir. Gare à ceux qui traversent le pont venant de Deido pour entrer à Bonabéry pour empêcher cette opération.
Nous sommes sur le qui-vive avec les forces de défense et de sécurité et de maintien de l'ordre. Cette opération coup de poing intervient quelques jours après une rencontre entre le gouverneur de la région du littoral, les pouvoirs publics, leaders et syndicats des mototaxis en vue de l'assainissement de ce secteur d'activité. Malgré l'existence d'un cadre réglementaire, le gouvernement peine à trouver les bonnes solutions à l'organisation du secteur des mototaxis depuis 10 ans. Pour les syndicats, ces multiples échecs sont dus à la mise à l'écart des acteurs lors de l'élaboration des stratégies d'assainissement du secteur des mototaxis. L'obtention des pièces est également un obstacle pour les conducteurs de mototaxis. Leurs syndicats appellent à une plus grande volonté politique. D'autres détails avec Mitterrandam et Donald Brice Kamgan. Les affrontements du 2 mars dernier au quartier Mopi-Douala entre des agents de contrôle de régularité et des conducteurs de mototaxis sont des actes regrettables d'après les 4 syndicats de moto dont les leaders se sont retrouvés pour diagnostiquer les difficultés d'organisation du secteur, mais ils invitent à mener une réflexion avec rigueur et en bonne intelligence. Si les autorités de la ville ont compris le message, ils comprendront que non, ce groupuscule de personnes qui sont venues vers eux parce qu'ils voulaient à tout prix se remplir les poches, les ont dupés. Ces syndicats s'insurgent contre la duplicité de certains leaders syndicaux et le marchandage autour des saisies des engins. Des écarts ayant conduit à une interprétation négative des opérations de contrôle organisées, les syndicats proposent une bonne sensibilisation des mototaximènes en s'appuyant sur des leaders crédibles et reconnus pour leur notoriété, mais aussi en tenant compte des centaines de jeunes déplacés ayant quitté leurs localités respectives du fait des crises que le Cameroun traverse et ayant perdu toutes leurs pièces personnelles. Le nord-ouest et le sud-ouest, l'est et l'extrême nord. Face à un tel contrôle, on les arrête pour les demander le permis de conduire. S'ils n'en ont pas, les motos seront conduites à la fourrière. Et ils réfléchissent, mais si la moto part là-bas, je n'ai même pas l'acte de naissance. D'autres n'ont même pas les factures à leur nom. Ils travaillent les conditions ventes, ils finissent ces conditions ventes, ils ne parviennent pas à remettre, faire la mutation de leur carte grise pour faire la facture à leur nom. Ça reste toujours avec le nom de l'ancien propriétaire parce qu'ils n'ont pas l'acte de naissance. Ce qui fait que quand on arrête leur moto, ils ont seulement l'impression que leur moto est perdue. Maintenant, c'est là où l'attention augmente. Ils disent que bêta qui partent mourir avec leur moto, qu'on prend leur moto. C'est là le problème. Il faut que le gouvernement voie ces problèmes. Pour ces cas spécifiques, les syndicats proposent aux autorités de mettre en place des dispositifs spéciaux de recensement à travers les communes afin de faciliter les procédures d'obtention des actes de naissance et autres pièces subséquentes. Autre proposition, l'organisation des syndicats en coopérative. Une idée calquée sur le modèle rwandais de structuration des mototaxis. Parce que quand vous êtes clandestin, vous ne payez pas les papiers. Quand vous vous mettez maintenant en coopérative, tu dois avoir ton permis, tu dois payer l'assurance, tu dois avoir l'impôt, tout. Donc ce que nous attendons au gouvernement de nous accompagner pour qu'on mette sur pied, des coopératives, c'est ce que les mototaximens attendent. Un décret de 2008 fixe les conditions d'exercice de l'activité des mototaxis au Cameroun, mais une dizaine d'années après, son application tarde à mettre de l'ordre dans un secteur qui absorbe chaque année des milliers de jeunes sans emploi et désœuvrés. Vendredi dernier, le Premier ministre Joseph John Gouté annonce l'intensification des campagnes de sensibilisation pour le respect des mesures barrières. Le ministre de l'Administration territoriale demande aux gouverneurs, préfets et sous-préfets de veiller au contrôle du port des masques. Et rendu en la date de ce 9 mars 2021, le constat est inquiétant. Aucun contrôle n'est fait dans la ville de Douala. C'est toujours l'insouciance auprès des populations qui estiment que la maladie à coronavirus n'existe pas. Très peu portent le masque. Les mesures barrières sont loin d'être respectées dans les lieux publics. Pourtant, le Cameroun fait face à une virulence du Covid-19 et les risques de contamination sont encore plus élevés. Reportage avec Théophile Tchunke et Kedjara. En plein centre administratif de Douala, au quartier Bononjo, des hommes et des femmes qui vaguent librement à leurs activités ce mardi matin. Seul bémol, le cache-nez se fait aussi rare à leur visage que des points d'approvisionnement en eau dans le désert. Plus grave, aucune mesure de distanciation sociale n'est respectée. Bien au contraire, des gens s'enlacent, se touchent naturellement en un moment où on annonce une deuxième vague de Covid bien plus virulente que la première, avec en prime la détection en territoire camerounais
de la variante sud-africaine, considérée comme plus agressive. Un peu plus loin, dans le quartier Akwa, c'est la même réalité qui s'impose. Les Camerounais ne se protègent plus du tout de la maladie. La sensibilisation a baissé parce que l'année dernière, c'était nouvellement sorti. Et c'était un nouveau virus qui sortait et les gens ont pris acte de ça. Bon, aujourd'hui, les gens ont, comme la barrière, les mesures barrières ont été levées. Les gens se sont oubliés. Bon, ils ont oublié que ce microbe aujourd'hui a encore ressurgi et est en train de frapper plus fort. Rares sont les structures devant lesquelles le dispositif de lavage des mains est encore présent. Quand bien même il existe, il n'est pas toujours approvisionné en eau et en savon. Résultat des courses, le lavage des mains n'est plus qu'une formalité. Le cache-nez, pour en revenir à lui, ne se porte que par occasion. Non, le cache-nez a totalement baissé. Aujourd'hui, parce que vous voyez là, c'est là parce que pour entrer dans ce supermarché, c'est pas facile. On exige entrer avec le cache-nez. Mais dire que couramment dans la rue, comme vous voyez là, peu sont ceux qui l'abordent. C'est aussi le cas chez les élèves et les écoliers qui l'utilisent comme carte d'accès à leurs écoles. Le cache-nez est bien, mais à l'école, c'est juste pour entrer. Parce que même quand tu restes là-bas avec le cache-nez, ça peut t'étouffer, ça peut causer quelque chose à ton organisme. Je respecte les mesures de barrière, les mesures de distanciation sociale. Mais je pense que le cache-nez vraiment n'est pas évident. Parce que la plupart des gens n'utilisent pas vraiment le cache-nez. Comme moi, j'ai mon cache-nez, mais à l'école, ils s'en foutent. À l'école, on vous laisse entrer avec le cache-nez. Mais après, les élèves s'en foutent de tout le règlement. Puisque c'est lorsqu'ils voient les enseignants qui se mettent à porter les cache-nez, ils se disent que c'est une maladie de passage. Cette négligence manifeste de Monsieur Tout-le-Monde a un impact des plus négatifs sur la perception que l'opinion publique se fait désormais de la maladie. Depuis que je salue mes camarades au quartier, les enfants jouent, ils se saluent, ils se bousculent. On n'a jamais entendu parler de ça, mais à la télé, on nous dit 1000 cas, mais quand nos proches sont là, tout le monde se porte bien. Et du coup, nous, on risque aussi de croire que c'est seulement en Europe qu'il y a aussi la maladie, mais ici, il n'y a pas la maladie. Une façon de penser qui semble puérile, mais qui, à force, risque bien de faire de cette deuxième vague la vague la plus meurtrière de la pandémie à Covid-19, si aucune mesure drastique n'est prise par les autorités. La pandémie du coronavirus est bien réelle depuis la survenance de cette pandémie au Cameroun. Déjà, 588 personnes sont décédées des suites de Covid-19. C'est un dernier pointage effectué par l'OMS à la date du 8 mars 2021 et environ 38 000 cas positifs déjà recensés au Cameroun, relève l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, notamment pour la région Afrique. Et concernant le respect des mesures barrières, comment cela suscite des tensions dans la région de l'Ouest, à Bafoussam, le week-end dernier, alors que les supporters se rendaient au stade de Bamending afin d'assister à une rencontre très importante. Ils ont été sommés de rester à l'extérieur. Grande fut leur surprise de constater que d'autres avaient accès au stade dès lors qu'ils se sont interrogés sur cette discrimination. Pourtant, les règles sont claires. Le match devait se jouer à huis clos, mais de nombreuses personnes ont pu accéder au stade. Les populations empêchées sont montées sur les charpentes afin d'assister à ce match. Reportage, le Clé de Sakem. Les supporters et autres amoureux du ballon rond, contents de renouer avec les stades au Cameroun pour vivre les matchs de l'Élite Ouanetou ce week-end, ont été malheureusement surpris de ne pas avoir accès dans les stades. Cela fait suite à la circulaire du Premier ministre demandant aux organisateurs des championnats de faire disputer les matchs à huis clos à cause de la deuxième vague de la pandémie à coronavirus qui sévit actuellement au Cameroun. Au stade Bamendi, dans la région de l'Ouest, la pilule est très amère à avaler. Depuis 7 heures, on est là. J'ai même parlé au commissaire divisionnaire que c'est pas normal que les supporters sont là et on nous ferme le stade et personne ne doit entrer. Je ne suis pas d'accord. C'est des choses à revoir. Pourtant, l'information reçue à la veille disait le contraire, renchérit ses supporters. Ils nous ont parlé hier au journal de 480 billets. Tout à l'heure, ils sont venus là-bas vers 11h pour nous vendre les billets. J'ai vu, on ne m'a pas dit. Quand il a voulu commencer à vendre, il a eu un coup d'appel. La personne qui vendait dans le bien dans les guichets. Il a eu un coup d'appel, il a raccroché, il nous a dit que non, il ne pouvait plus vendre, qu'on lui demandait d'arrêter. Il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Le huis clos qu'on a dit par rapport à la maladie qui se passe au monde, dans le monde entier, moi ça ne me gêne pas. Ils ont raison.
Mais le huis clos demande que c'est rien que les joueurs et les coachs qui doivent être au terrain. Si vous allez dedans, vous guettez comme nous sommes en train de guetter, vous allez voir les gradins sont presque pleins. Par rapport aux relations, toi je te remarque, le directeur du stade vient entrer, toi je te remarque, viens comme ça là. Vous partez maintenant, vous allez voir, c'est presque plein, les chaises assises. Les policiers qui sont là avec les gendarmes, quand on dit huis clos, ils devaient être dehors pour empêcher les gens d'entrer. Ils sont plutôt dedans assis. Et normalement, ça ne va pas. Le pays va mal. Et quand le pays va mal là, on dit que c'est à huis clos. Le huis clos, ça doit être les arbitres et les joueurs. Pas la tribune est pleine de policiers, les gendarmes, les militaires. Est-ce que c'est normal ça? Bravant les risques, les plus téméraires vont trouver les places sur la barrière sous le regard impuissant de la police. Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 devrait démarrer d'ici les semaines prochaines, une correspondance attribuée au secrétaire général du ministère de la Santé relevait un caractère obligatoire de la dite campagne. Le ministre de la Santé publique a fait une sortie pour dénoncer un fake news, rappelant que la vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée pour l'ensemble des Camerounais les plus exposés à cette maladie à coronavirus. Il faut préciser que jusqu'ici, 6 pays d'Afrique ont commencé à déployer la vaccination contre la Covid-19 à travers le système de facilité COVAX. Il s'agit de l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et le Rwanda. La résurgence de la pandémie de coronavirus vient d'avoir raison de l'organisation de la CAN des moins de 17 ans au Maroc. Le royaume chérifien a informé la CAF de son désistement pour l'organisation de cette compétition qui devrait démarrer en principe samedi prochain. Dans la foulée, le comité d'urgence de la CAF a décidé d'annuler cette édition de la CAN U17, une décision qui a suscité des interrogations sur l'attitude du Maroc et qui n'est pas sans conséquence pour les nombreux jeunes footballeurs qui rêvaient de disputer une telle compétition d'envergure. Dans l'escale internationale, comment se déroule la campagne électorale au Congo-Brazzaville? Le président sortant, candidat à sa propre succession, vient de boucler sa campagne dans l'arrière-pays. Il a fait le bilan des projets réalisés dans cette partie du Congo. Les populations l'ont également interpellé sur de nombreux projets socio-développement, accès sur ce développement, et le président Denis Sassou Nguesso leur a demandé leur confiance. S'il est réélu, il pourra améliorer davantage leurs conditions de vie. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Guy Zogo. Alors que Denis Sassou Nguesso est rendu à la 4e étape de sa campagne électorale, une immersion dans la nature de ces meetings laisse voir à la fois l'héritage du marxisme et léninisme dont est issu son parti, le Parti congolais du travail, PCT, et une touche plus actuelle dans l'approche. En parlant du socle granitique du marxisme et léninisme et à la simplicité marquée par l'expression directe, voire l'apostrophe, mais aussi par l'encensement qui traduit malgré tout la puissance du candidat, comme on l'a vu à Luango, à Dolizy et à Sibiti. Dans le registre moderne dont use le candidat dans ses meetings, il y a l'animation. Là, il n'est plus question des distinguos, on se lâche à fond la caisse. À l'image du meeting de Dolizy avec Roga Roga, puis à Sibiti avec les Bantous de la capitale. Une ambiance à laquelle le candidat n'hésite pas à s'associer comme sa suite. C'est donc résolument un alliage du passé et du présent que déploie le Parti congolais du travail et son candidat Denis Sassou Nguesso dans le cadre de cette élection présidentielle de mars 2021. À Sibiti, pour Equinox Télévision,
Carlos Binoué, Guizogo. Mettons le cap sur le Sénégal où une accalmie est observée après la libération d'Ousmane Sonko, leader politique de l'opposition, prétendant dans la course à la prochaine élection présidentielle. Il s'est exprimé hier soir, exhortant les jeunes Sénégalais à observer des manifestations pacifiques et à rester mobilisés pour prendre le pouvoir de la prochaine élection présidentielle. Et le président sénégalais Macky Sall, lui, a appelé au calme et promis d'indemniser les victimes de ces troubles survenus durant plusieurs jours au Sénégal. D'autres détails avec Jean-Paul Chouniat. L'opposant Ousmane Sonko libéré. Le Sénégal retrouve le calme après plusieurs jours d'émeutes qui ont secoué le pays. Le président Ousmane Sonko a bénéficié d'un contrôle judiciaire sous certaines conditions. Donc il est libre à partir de cet instant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut saluer cette décrispation qu'il y a eu au niveau de la justice pour permettre au Sénégal de retrouver sa paix d'antan. Le bilan fait état de plusieurs morts dans des affrontements entre les partisans de Sonko et les forces de maintien de l'ordre. Courroucés par l'arrestation du député anti-système Ousmane Sonko, des milliers de jeunes Sénégalais ont manifesté dans des grandes villes comme la capitale Dakar pour exiger la libération du leader des patriotes sénégalais pour le travail, l'éthique et la fraternité. On est là pour supporter notre leader, le président Ousmane Sonko, mais surtout lutter pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité, pour l'état de droit. Au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est qu'une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est ça la vérité. Ce qui est en train de se passer ici au Sénégal, c'est la démocratie qui est en train d'être piétinée. Donc le président Macky Sall, nous lui avons fait confiance le 23 juin, on s'est battus tous pour qu'il accède au pouvoir. Et aujourd'hui, une fois au pouvoir, il fait le même jeu de tous les présidents africains. Ils n'ont qu'à nous libérer. Nous avons besoin de la liberté. Un point, c'est tout. Accusé de viol sur une masseuse sénégalaise d'un institut de beauté où l'homme politique de 44 ans se rendait régulièrement, Ousmane Sonko a toujours nié les faits, indexant le régime de Macky Sall de comploter contre sa personne afin d'instrumentaliser la justice pour lui barrer la voie à l'élection présidentielle de 2024. Il appelle ses partisans à poursuivre le combat. Ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. Pour retrouver la calmie, l'ancien président Abdoulaye Wade a écrit à l'actuel chef de l'État sénégalais pour la libération d'Ousmane Sonko et surtout lui demander de respecter la liberté de marche pacifique qu'il avait instituée durant son passage à la tête du pays. Taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. Je ferai usage de tous les pouvoirs que me confère ma charge pour consolider le retour au calme et à la sérénité dans l'intérêt supérieur de la nation. De même, l'ex-président sénégalais demande à Macky Sall de ne pas écouter des magistrats comme Antoine Félix Diomé dans l'affaire impliquant son fils Karim Wade. Désormais en liberté surveillée, Ousmane Sonko n'entend pas lâcher d'un pouce le président Macky Sall. Inspecteur des impôts, Ousmane Sonko a été radié de la fonction publique en 2016 pour ses accusations répétées de corruption contre Macky Sall et son frère Alim Sall, gestionnaire d'une société pétrolière. Élu député en 2017, il est classé 3e à l'élection de 2019, une ambition présidentielle que le parlementaire entend concrétiser dès 2024. Des publi-reportages dans ce journal. Découvrez à présent la cuisine écologique de Green Home Depot qui vous permet de recycler tous les déchets de la maison et de produire votre propre gaz. Reportage. Les déchets de la cuisine en gaz, de cuisson et en engrais biologique, d'un potager de maison pouvant produire, selon ses dimensions, une partie ou la totalité des légumes de la maison, d'un espace cuisine constitué d'une plaque de biogaz. Grâce à la cuisine écologique de Green Home Depot, valorisez vos déchets et cultivez vos propres aliments. Using what we already have. Oui, je m'appelle Chikali Pierre. C'est déjà 2 mois quand nous on travaille déjà en biogaz. Chaque matin, déjà à 5 heures, quand j'arrive, tous les déchets de la cuisine que j'ai recyclés, je mets dans le cuvitinaire. Et on pompe là-bas, les déchets là, ça entre dedans.
Pendant que ça entre, nous on a le gaz qui gonfle et les déchets qui sortent de ce côté déjà en engrais, déjà transformés. Mon biodigesteur, et comme ça produit deux choses, le gaz et les engrais. C'est avec ça, ces engrais-ci là que nous on arrose toutes ces plantes que vous voyez là. Tout ça, toutes les plantes que vous trouvez sur le terrain, les légumes, voilà les légumes que nous on a semé, ça fait 4 jours seulement. D'ici 1 semaine, 2 semaines, on va déjà manger, on va déjà récolter. Les pieds de tabac qui sont aux environs, ils ont leur vie, ils retrouvent leur vie. Et on a déjà 2 fûts d'engrais qu'on a déjà recyclés sur le terrain. Salut, moi c'est Mango Rufin. Par rapport au biogaz, ça brûle bien, ça me permet de préparer mon riz, chauffer la nourriture, préparer les pommes, faire le déjeuner des enfants. La flamme est douce et ça me réduit de faire le dépense en gaz. J'ai mon gaz en fonction des ordures, des déchets de cuisine. Qui joue la partition aux côtés du gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus. C'est le constat fait par le ministre du Commerce qui vient d'effectuer une visite d'inspection et d'évaluation du dispositif mis en place par cette entreprise citoyenne. Luc Magloire Mbarga Tangana s'est réjoui des efforts qui sont faits tout en encourageant le top management à persévérer sur cette voie par ces temps de réjouissance, par ces temps de résurgence de la pandémie de Covid-19. Reportage. Le supermarché d'Orve s'était déjà fixé pour défi suprême de barrer la route à la propagation du coronavirus. Ainsi, depuis le mois de mars de l'année dernière, cette entreprise citoyenne a fait sienne les mesures de protection prescrites par le gouvernement, lesquelles ont simplement été réactivées avec la résurgence de la pandémie. Avant d'entrer, vous avez les 2 points de lavage des mains à l'eau coulante, vous avez les points de désinfection des mains avec les gels hydroalcooliques, vous avez les marquages sur le sol pour marquer la distanciation sociale, vous avez le port du masque qui est obligatoire pour tous les clients et bien évidemment, si un client par inadvertance arrive chez nous n'ayant pas de masque, nous nous faisons un plaisir de lui en offrir un parce que pour nous, il y va de la santé de nos clients, il y va de la santé de notre personnel, il y va de la santé de tous les Camerounais parce que la lutte contre le Covid-19, c'est véritablement l'affaire de tous et les supermarchés d'Orve sont en première ligne pour cela. En visite d'inspection et de remobilisation des énergies, le ministre du Commerce a touché du doigt l'effectivité de la mise en œuvre des mesures barrières. C'était l'une des recommandations du Premier ministre dans sa communication spéciale du 5 mars dernier. Je crois que les choses vont dans la bonne direction. Il y a encore 1 ou 2 points qu'il faudrait améliorer, mais dans l'ensemble, je crois qu'on peut être satisfait de ces mesures qui sont prises pour préserver la santé des consommateurs en ce moment où le virus circule à nouveau. Mais ça doit être un dispositif permanent. Dans la foulée, le patron du commerce donne des indications susceptibles de renforcer davantage le dispositif en place au sein des supermarchés d'Orve. Il faut améliorer, j'insiste sur la question par exemple de la désinfection des chariots, désinfection des paniers. Et il ne faut pas être négligent, le thermoflash à l'entrée. Ce n'est pas un détail, c'est un élément important. Pour le reste, il n'y a qu'à se féliciter de ce qui est fait. L'occasion faisant le larron, le ministre du Commerce a mis à profit cette visite d'inspection pour parcourir les différents rayons où il a été une fois de plus émerveillé par la promotion du Made in Cameroun, la qualité du service rendu aux consommateurs et le professionnalisme du personnel. Aux côtés du gouvernement, Dove joue sa partition dans le cadre de la lutte contre le chômage et la vie chère. C'est la même détermination qui anime le top management dans le combat qui mène contre le coronavirus. La santé n'a pas de prix. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Le ministère de la Santé publique nie tout en bloc.
Pourtant, il y a eu une correspondance invitant tous les collaborateurs des services centraux et déconcentrés du ministère de la Santé publique d'assister à une réunion importante pour la mise en place d'une stratégie de vaccination obligatoire. Le mot est apparu dans une correspondance et après qu'elle ait suscité un tollé sur la toile, le ministre de la Santé s'est exprimé dans un tweet indiquant que c'est un fake news et que le vaccin n'est pas obligatoire, mais il est souhaitable que toutes les personnes qui sont des couches sociales vulnérables au Covid-19 puissent se faire vacciner afin de réduire les risques de propagation de cette maladie à coronavirus au Cameroun. Respect des mesures barrières, les supporters du tout-puissant de l'Ouest TPO Racing Club de Bafoussam en ont été victimes le week-end dernier. Ils sont en colère et les causes de leur colère sont liées au match à huis clos qui s'est tenu à Bamending, huis clos non respectés. Au départ, on leur a parlé d'un huis clos en rapport avec les mesures barrières du Covid-19, mais lorsqu'ils ont pu, à travers des trous, observer l'intérieur, ils ont constaté que de nombreuses personnes étaient présentes dans les gradins pour suivre le match. Ils ont donc escaladé pour les plus téméraires sur les charpentes afin d'assister au match de leur club de football, c'est Alain. Voilà, le tout-puissant de l'Ouest avec son armée cinglée, les supporters, le groupe de danse du TPO Racing Club de Bafoussam. Madame, Monsieur, c'est dans l'essentiel et qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, c'est Alain. Rendez-vous demain, 20h.